Salut les décrochés! J'ai interviewé Antoine Girard, aventurier et explorateur parapentiste, et je suis repartie avec quasiment 2 heures d'enregistrement. J'ai déjà publié un épisode principal, et ceci est un épisode bonus qui contient plein de conseils pour les pilotes qui souhaitent s'initier au vol bivouac. L'épisode principal reste néanmoins une mine d'or d'enseignements attirés de l'expérience d'Antoine, donc je t'encourage à l'écouter également. Allez, bonne écoute! Super, merci beaucoup pour toutes tes réponses Antoine. Maintenant, on va essayer de donner quelques conseils. En fait, parmi les auditeurs et les auditrices, il y a énormément de pilotes qui sont très probablement à l'aise sur leur parapente, qui sont de bons crosseurs, etc. Mais voilà, qui se tâtent un peu à faire des vols bivouac. On va essayer de les aiguiller un petit peu avec des éléments de réponse. Premier élément, c'est le fait d'être accompagné ou pas. Donc, comme tu l'as dit, les vols bivouac sont une aventure aussi humaine. Quels sont les avantages et les inconvénients à partir seul et à partir accompagné? Et qu'est-ce que tu conseilles donc pour des personnes Accompagné qui commencent? par quelqu'un professionnel ou accompagné par un copain? Ah non, par un copain, par un autre pilote de bon niveau aussi. Clairement, c'est deux mondes de partir seul. J'ai fait beaucoup d'expéditions en solo et en binôme ou à plus. C'est deux mondes différents. Mentalement, c'est extrêmement dur de partir seul. Ouais. Parce qu'on est seul face aux éléments et à ce qui se passe. En cas de souci, tu es seul à réagir. Tu peux péter une cheville à un endroit où il n'y a pas de réseau. Tu fais comment? Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Et surtout mentalement, c'est très très dur partir sur du long terme. Pour moi, c'est vraiment l'étape après. La dernière étape. Non, partir en binôme, ça me paraît indispensable au début. Quoi. Pour moi, c'est même pas concevable de partir en solo aussi, ou commencer à partir une journée en solo, comme on le fait souvent, partir 2 jours, 3 jours. Mais vraiment, il y a des crescendo. Mais pour moi, c'est vraiment le haut du panier, c'est la fin, quoi. C'est l'aboutissement final. Et qu'est-ce qu'on devrait chercher chez un copilote d'expédition? Comment choisir C'est très, très, très important de s'entendre. Mais s'entendre ne veut pas dire qu'on s'entend tous les jours, que ça va s'entendre en expédition. C'est connaître l'autre dans ses retranchements, quand il est énervé, quand tout va mal. De toute façon, c'est ce moment-là quand les gens se révèlent, se disent comment ils sont et tout ça. Et donc, pour partir là-dessus, je dis qu'on va dépasser 2-3 jours. 5 jours, jusqu'à 4-5 jours, ça peut passer un peu avec tout le monde. Mais au-delà de 4-5 jours, il faut vraiment connaître la personne et savoir comment il va réagir dans les moments difficiles. Ah, ça, c'est une question que je voulais plutôt te poser à toi, mais tu y as répondu quand même. Donc, c'est après l'expédition, est-ce que ton lien, ton amitié avec ton copilote a changé? Est-ce que c'est plus intense qu'avant? Après l'expédition, oui, ça va dépendre comment ça s'est passé et tout ça, mais pour la plupart des cas, oui, ça rapproche quand même beaucoup. On a vécu des choses dures ensemble et oui, donc ça rapproche. Ouais. D'après toi, à partir de quel niveau, et par là j'entends niveau de pilote de parapente, à partir de quel niveau est-ce qu'on peut tenter des vols bivouac, commencer des petites aventures? Alors, ça dépend évidemment où on met la barre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment redescendre d'un niveau quand on va faire du vol bivouac. C'est-à-dire que quand on va faire du vol bivouac, on va avoir 2 problèmes. Le premier qui est purement mécanique, c'est-à-dire qu'on va voler dans la sellette avec plein de matériel, même pour 2 jours. Si on prend un duvet, une tente, on peut avoir 15 kilos dans la sellette, quelque chose comme ça, un peu de nourriture, et chaud. Et les poser avec 15 kilos sur le dos, c'est pas la même chose. Monter sur une chaise, saute avec un sac à dos et saute sans sac à dos. Tu vas voir que la réception d'une chaise, c'est pas du tout la même. Donc en parapente, on a beaucoup plus de vitesse, il y a le côté danger. Donc déjà, méfiance. Et le second paramètre, c'est que on dort, comme on dit en vol bivouac, on va bivouaquer. Bivouaquer, vivre dehors, c'est hyper fatigant, on se rend pas compte. En fait, on est fatigant, on est fatigué et on va pas forcément bien réagir. Du coup, on peut faire plein de bêtises, plein de choses qu'on ferait pas. Et moi, j'en ai plein de gens dire, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Tu sais, après coup, en disant, mais c'est complètement délirant. Et en fait, c'est simplement la fatigue qui veut ça. Du coup, il faut être conscient de ces 2 choses-là. Et donc, on redescend d'un niveau. Moi, quand je pars en expédition, je prends une voile. Je vole, par exemple, si je vole en CCC, je vais prendre une D pour aller en expédition. Parce que je descends d'un niveau plus simple. Alors évidemment, je prends la taille de la voile qui va en fonction du poids que je vais avoir, bien sûr. Mais pour le vol, je descends d'un niveau et je suis conscient en l'air que je suis moins en forme que tous les jours. Et même partir 2-3 jours dans les Alpes, c'est pareil. Donc on peut partir avec la même voile, on peut tout ça, mais
Il faut être conscient de ça. Et si on est conscient de ça, même si on a un petit niveau, on fait que 30 km de cross, on peut faire que 30 km de cross, pourquoi pas aller partir, voler 10-15 km pour pas aller à l'épuisement, se poser en montagne, dormir, tu vois, ça dépend où on met la barre. Si on se dit, ben, tiens, je fais 30 km de cross, je vais traverser les Alpes, ça va être autre chose. Mais aller faire le tour de la région, faire 150 km en 5-6 jours en faisant 20 km de vol par jour, si on est conscient de son niveau, pourquoi pas? Il faut juste être conscient de son propre niveau. C'est ça le plus important. Ok, très bien. Partons du principe, imaginons que voilà, un pilote va aborder la Transalpine, donc peut-être pas dans son entièreté, mais faire un bout. Quelle saison est-ce que tu conseillerais pour partir? Alors là, c'est difficile. La météo, elle varie tellement que Ouais. c'est très dur à dire. Clairement, si on voulait faire on va dire une grosse partie de la traversée des Alpes, trop tôt en saison, c'est instable, c'est pratique, mais il y a la neige de partout, on va être bloqué plein de fois. Ça va dépendre du niveau, si on veut aller vite ou pas. Si on veut prendre le temps, dire on n'est pas pressé ni rien, moi je conseillerais même août-septembre. Ouais, plutôt fin août jusqu'à début septembre, parce qu'il y a moins de brise, les thermiques sont moins forts, c'est plus calme, il n'y a plus de neige, c'est plus facile à voler, donc c'est moins fatigant. Si on veut aller vite et faire des kilomètres tous les jours, vaut mieux le mois de juin. Un peu à la fin de la neige, jusqu'à mai, il y a pas mal de neige. À partir juin, ça commence à bien fonctionner, on peut aller très vite. Après, on a toujours l'intermédiaire du mois de juillet, qui est un peu entre les deux, parce qu'en juillet, les thermiques peuvent encore être forts, mais souvent la stabilité en basse couche aussi. C'est stable en basse couche, donc c'est un peu délicat. Voilà, donc ça dépend. Si on cherche juste le plaisir, prendre le temps et voler, je dirais août-septembre. Si on cherche la vitesse, mais bon, les conditions beaucoup plus toniques, je dirais juin. Et puis après, l'intermédiaire l'été, au milieu. Ok, donc on adapte son planning, son matériel et la saison à laquelle on part en fonction de ses attentes. Maintenant, une question sur la préparation. Bah, tu as pas mal parlé de ta préparation des expéditions qui du coup varie d'un endroit à un autre. Mais voilà, imaginons qu'on reste sur la paralpine. Tout à l'heure, j'ai dit transalpine. Du coup, on va partir sur la paralpine. Est-ce que tu peux faire une sorte de checklist des étapes, voilà, des choses qu'il faut préparer avant de faire cette aventure, et des outils qui peuvent aider les pilotes qui nous écoutent, donc des applications, des sites, des types de cartes, etc., pour s'en servir. Et là, c'est très vague. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Si on est dans les Alpes, déjà, la première chose, c'est tout ce qu'on doit faire pour le vol pur doit être fait aussi pour le vol bivouac. C'est-à-dire trouver des espaces aériens, les endroits interdits pour voler, toutes les autorisations et tout ça, c'est la première étape. Après, moi, je conseille de faire une préparation d'itinéraire en fonction de ses capacités. Si on peut rester longtemps en autonomie ou pas, parce que si on peut rester longtemps en autonomie, on va chercher les itinéraires plus dans les montagnes ou plus dans les fonds de vallée, dans les vallées qui permettent de descendre dans les fonds de vallée. Donc ça se réfléchit, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Pour ça, moi, j'utilise beaucoup des sites qui s'appellent comme, je crois que c'est XCFly, ou FlyXC, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Si je crois que c'est XCFly. Parce qu'en fait, là-dessus, on a à la fois les espaces aériens, on a aussi le tracé de toutes les traces GPS des gens qui ont volé, qui permet de donc donner une idée de là où c'est le plus parcouru, où ça se fait, où ça se fait pas. On a les outils de distance pour mesurer, on a tout ça, donc c'est très très pratique pour préparer un vol. Et puis après, dans les Alpes, en fait, on a la chance d'avoir le choix entre dormir, par exemple, en refuge, dire on fait tout ça en refuge, en hôtel, donc on porte rien dans son sac. Tous les jours, on va manger au refuge, on va faire tout ça. Ou à l'inverse, on va dire je vais être en tente et je vais rester à chaque fois 10 jours en autonomie. Tous les 10 jours, je redescends dans la montagne. De la montagne pour aller en ville faire les courses. Donc ça se réfléchit à l'avance. Et ça se décide pas au dernier moment sur place. Et ça se fait dans le choix de l'itinéraire en fonction de ce qu'on a envie de faire. C'est des choix qui sont importants. Et surtout, si on part, encore plus important, si on part en tente et en autonomie, c'est pas partir d'un seul coup sur la Transalpine, c'est aller faire des tests de 2-3 jours pour voir ce qui fonctionne. Pour voir si en nourriture on est calé au niveau quantité, si au niveau gaz, autonomie, peut dire combien de jours je tiens, pour tester la tente, le duvet, est-ce que c'est assez chaud, est-ce que c'est assez étanche, est-ce que, si je prenais une bâche, je pourrais sortir mon parapente de la tente, la mettre dehors dans la bâche, ma tente est trop petite, tu vois. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut caler et qui donnent vraiment du confort dans la suite, donc pas partir à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il fallait faire un peu de test avant de partir. Ok, donc commencer par des toutes petites expériences avant de tenter. Avec le matériel voulu pour la grosse.
Parce que oui, personne ne va partir du jour au lendemain dire allez, je vais faire 1000 km dans les Alpes. On va toujours commencer par faire 2-3 jours, etc. Donc tout le monde va passer par là. Mais ce que je veux dire, c'est de faire ces 2-3 jours comme si on faisait une traversée de 1000 km. Ok. De le mettre en condition. Ouais. Au-delà d'être un bon parapentiste, enfin, d'avoir un bon niveau en parapente, quelles sont les autres compétences qu'il faut avoir? Parce que je vois dans tes films, par moment, par exemple, tu vas déchirer ta voile, donc il faut savoir réparer quasiment tout ce qui peut arriver à ta voile, etc. Donc voilà, quelles sont les autres casquettes, les autres compétences qu'il faudrait avoir Alors tout dépend de l'expédition. C'est sûr que aller traverser les Alpes, il n'y a pas besoin de grand-chose. On a un souci, on va voir un réparateur, on a, je sais pas, un médical ou ce qu'on veut, on a tout. On part en expédition en autonomie coupée du monde, et ben là, il faut savoir tout faire. Clairement, comme tu disais, oui, en Nouvelle-Zélande, par exemple, j'ai coupé ma voile en 2 parties. Hein, et ben, j'ai passé ma nuit à coudre et à réparer. Mais ça, c'est le quotidien de tous les jours. Tous les jours, on va casser du matériel. C'est rare, que ce soit en électronique, que ce soit en mécanique, je parle la sellette, les sacs, les fermetures éclairs, et trouver des plans B et savoir se débrouiller, c'est hyper important. Mais ça, soit c'est inné, soit c'est acquis avec le temps, mais c'est difficile de le travailler un mois avant de partir en expé, à moins de dire ben, je peux casser ça, ça et ça, et j'apprends à réparer ça, ça et ça. C'est plutôt du bricolage et du bon sens qu'il faut avoir. Ben là, c'est pareil, on va parler que de l'extrême, parce que si on parle des Alpes, encore une fois, il n'y a besoin de rien. Donc vraiment sur l'autonomie, faut pas mal de compétences médicales aussi. Le minimum, alors, on a toujours accès, si on se débrouille, de prendre un appareil satellitaire qui envoie un message à un médecin qui peut donner des conseils, mais il faut l'avoir prévu à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout travailler avec un médecin, dans ce cas-là, pour avoir la bonne trousse de pharmacie avec tous les médicaments qu'il faut. Donc il faut un peu des compétences. Sinon, il faut mieux avoir des compétences, mais solides, pas des. On pense que, comme beaucoup de gens, c'est savoir exactement ce qu'il faut faire et demander des fois l'avis pour confirmer. Donc médical, il y a tout ce qui est donc pratique, réparation, instinct de survie aussi. Savoir se débrouiller, des fois on peut rester beaucoup plus longtemps que prévu sans nourriture. Donc savoir trouver sa nourriture, à boire, trouver un peu tous les plans de B de survie. Et ça c'est pareil, faut du temps pour l'acquérir. Mais sur 80% des choses, pas tout, hein, tout ce qui est médical, on ne pourra pas l'apprendre comme ça, mais si on a du bon sens et qu'on réfléchit un petit peu, on va trouver beaucoup de solutions. Moi, ça m'est arrivé d'arriver en expé sans faire à souder, à ressouder des choses avec un clou, un briquet, parce qu'on n'a rien d'autre. Ouais. Voilà, en réfléchissant, en faisant un peu de bon sens, beaucoup de gens s'en sortent. Ok, très bien. Je pense aussi à la condition physique qui joue et qui est très importante en vol bivouac. Est-ce que tu penses qu'il y a des contre-indications? Alors, le plus important en vol bivouac va être le mental. Parce que la fatigue va faire que on a envie d'abandonner, tout est dur, et le moral s'effondre. Donc si on n'a pas un moral qui peut pallier toutes les épreuves, faut pas y aller. Et c'est aussi l'intérêt d'être deux, parce que quand on est deux, il y en a toujours un qui est moins dans la mauvaise passe que l'autre et qui va remonter le moral à l'autre, et puis chacun son tour. Donc on va s'entraider. Et c'est là c'est une très grosse différence de partir en solo ou en binôme sur du long, c'est le moral. Donc oui, dès qu'on passe les 5 jours, 7 jours d'expé, t'as pas de morale, tu vas pas. Non, ouais. Clairement, tu vas abandonner, quoi qu'il arrive. Donc faut y croire jusqu'au bout, tout le temps, tenir, même si tout va mal, il faut se dire non mais je vais trouver des solutions, être positif, voilà, faut y croire. Ok, très bien. Comment est-ce que tu travailles ton physique en dehors des vols bivouac? Est-ce que tu continues quand même à faire des bonnes randonnées pour garder le rythme Alors, le physique en vol bivouac est quand même important parce qu'on va puiser chaque jour. Donc, plus on a une condition physique, moins on va puiser dans ses réserves, donc plus on va être en forme. Mais ce n'est pas non plus le plus essentiel. Moi, il m'est arrivé de partir sur des expés, avoir pas eu le temps de m'entraîner parce que pas le temps. Et en fait, ce qui est le plus violent, contrairement à ce qu'on pense, c'est porter le sac sur le dos. C'est pas les jambes, c'est le dos qui craque. Quoi qui craque, qui en peut plus, les muscles des épaules et tout, parce que 30-35 kilos, c'est énorme. Et puis bon, il faut avoir préparé un peu ses jambes aussi, parce que porter 30-35 kilos à l'effet minutes de dénivelé, ça laisse des courbatures. Mais il m'est arrivé de partir pas du tout préparé, parce que, comme je disais, hors temps, et ben les 3 premiers jours, c'est dur.
Je dis, les gens ne en peuvent plus, mais au bout de 3 jours, c'est oublié. Donc, c'est pas le plus important. En t'entendant te plaindre de tes genoux avec Martin, d'ailleurs, Ah au ouais, début. ouais, justement, c'était une des expos où j'étais le moins préparé avec Martin. Et le premier jour, on marche, mais comme c'est quoi? Non, le premier jour. On arrive, on sort du transport comme prévu, on monte en haut d'un volcan, on met 2 jours à monter en haut du volcan. Le lendemain, c'est le premier jour de vol, et puis on se tanque dans la forêt là, tropicale. C'est chaud, il a fallu marcher, mais on a marché pendant 2 jours de suite avant de retrouver une montagne. L'enfer, dès le premier jour, je vomis tout ce que j'ai, parce que quand on fait trop d'efforts, on n'est pas prêt, on vomit, et non, c'est l'enfer. Mais ça dure que 3 jours. Par contre, moi, par là où j'ai compensé, c'est qu'au bout de 3 jours, le corps il arrive à se remettre et à le subir, c'est le mental. Parce que je sais que j'ai un mental qui est très bon là-dessus. Et donc, j'étais préparé à en chier pendant 3 jours. Et après ces 3 jours-là, le mental prend le dessus et ça fonctionne. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas un mental à la base, il part ces jours-là où tu commences à vomir, à plus en pouvoir, tu es à 4 pattes parce que tu n'avances plus. Le soir, tu peux même pas manger et tout ça, tu abandonnes tout de suite. Donc oui, le physique est important. Et après, moi, j'ai tendance à préparer un petit peu les expéditions. Avant, je les préparais beaucoup plus, mais c'est plutôt l'entraînement de toute l'année. Toi, je vais jamais relâcher, je suis ici. Alors, moi, j'ai passé l'âge d'aller m'entraîner, aller faire le hamster, aller courir sur la même montagne, monter, descendre. Je l'ai fait des années. Hein. Mais j'ai plus l'envie, j'ai plus le goût, faut se faire plaisir. Et donc, non, dès que j'ai du temps libre, j'allais faire un vol rando, c'est ludique, quoi. Je vais m'amuser, quoi. Je vais monter pour. Alors, des fois, oui, j'en fais 2 dans la journée pour dire je me suis entraîné. Mais j'ai fini l'entraînement pur, mais oui, je le garde toute l'année et j'essaye de pas perdre mon niveau, même s'il y a des moments où il baisse plus que d'autres. Mais oui, c'est une hygiène de vie depuis 30 ans comme ça. Oui. Donc voilà, je ne m'entraîne pas spécialement pour une expédition. Ok. Bon, peut-être pour synthétiser cette session de questions-conseils, peut-être tes 3 conseils ultimes pour ceux qui souhaitent s'y mettre. Conseil ultime, ça va être le premier de la sécurité, c'est-à-dire y aller doucement, pas brûler les étapes, aller tester. Si vous voulez durer dans le temps, en faire beaucoup, pensez à la première chose qui est le plaisir. À quoi ça sert de faire quelque chose qui n'a pas de plaisir? Alors, oui, bien sûr, tu vas partir en expé, tu vas faire ton vol bivouac de 3 jours. Il y a des moments où ça va être dur. Il faut porter son sac, faire 1000 ou 2000 mètres de dénivelé. On en chie, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'en face de ça, pour contrer ça, il y a le plaisir? Est-ce que le bivouac au sommet de ta montagne, qui est magnifique, le coucher du soleil, va pas écraser les moments durs? En fait, quand je dis se faire plaisir, c'est que est-ce que le plaisir est supérieur à la souffrance? Parce que si on partirait là-dedans sans souffrance, je veux dire, aller faire un vol rando, c'est une souffrance. Faut monter, mais après, il y a le plaisir. Donc, il faut toujours faire les deux. Mais voilà, c'est garder en tête pourquoi on y va. Le plaisir, donc ça c'est vraiment pour durer dans le temps, parce que ne pas se faire plaisir, il y en a plein qui le font, mais au bout d'1 an, 2 ans, on arrête tout, parce que voilà. Ouais, moi c'est pas y aller par étapes, se faire plaisir. Et le troisième, moi je resterai toujours sur la sécurité. Je vais rester humble face aux éléments. La montagne, le vent gagnera toujours sur nous, et il faut rester très humble, regarder, prendre le temps, pas se précipiter. Et puis si les conditions, on a prévu quelque chose, les conditions ne permettent pas, on force pas le passage. On attend que ça s'améliore. Voilà les décrochés, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à le partager. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast, les.décrochés. Je vous souhaite de très bons vols et je vous dis à très vite.